Alors, il semblerait que je sois en direct, ça y est. Ok. Bonjour. Bonjour. Bienvenue dans ce nouveau numéro, le numéro 7 de Ma RH bien-aimée. Alors, je suis désolée, je te préviens, je tousse un petit peu, je suis en train de me remettre d'une rencontre avec notre ami le Covid. Donc tout va bien, mais voilà, j'ai encore quelques petits restes. Donc bienvenue dans cette 7e édition de Ma RH bien-aimée. Aujourd'hui, je te propose un décryptage de la série documentaire euh, The Last Dance, donc qui est ce documentaire coproduit par Netflix et ESPN qui raconte l'épopée, la saga de Michael Jordan chez les Chicago Bulls. Je ne suis pas une pro du basket. Donc, l'objectif de cette session n'est pas de faire une revue des stats ou de la stratégie des Bulls ou de Michael Jordan dans sa carrière. Clairement pas. Je ne suis pas armée pour ça. Mais j'ai, en tout cas, dans les épisodes qui sont pour le moment disponibles, moi, j'ai trouvé énormément de pépites qui peuvent t'aider en termes de management d'équipe, de gestion des ressources humaines, sur la place et l'impact du plaisir dans la vie professionnelle, sur la notion de responsabilité individuelle dans les résultats collectifs et qui sur un regard en fait un peu différent sur le triptyque RH, management et collaborateur. Donc si tu es manager ou dirigeant d'entreprise, reste avec moi, je pense que ça va t'intéresser ce que je vais te partager. Si tu es collaborateur ou collaboratrice en entreprise, ça va t'intéresser aussi parce que tu pourras trouver des pistes en fait pour te sentir un peu plus à ta place dans ton équipe et sur comment faire pour faire ta part dans la relation, dans tes relations professionnelles. Je vais voir un petit peu et je vais vérifier si tout se passe bien sur Facebook. Donc comme je disais, je ne suis pas une pro du basket, donc je ne vais pas te faire une analyse complète, ou approfondie, c'est pas l'objectif de ce que je te propose. Ce que j'ai envie de t'apporter, pendant cette séance, c'est en fait, plus de te partager les éléments qui m'ont percuté et qui m'ont inspiré moi. Et de m'appuyer en fait sur ces éléments, sur les éléments présentés dans le documentaire pour illustrer mon propos. Hem, Tout en ayant conscience qu'il y a tout un travail de storytelling qui a été fait par, l'équipe de production pour présenter, de la façon la plus sexy en fait, l'histoire de MJ et des Bulls. Donc ça, on est tous OK là-dessus, mais c'est pas vraiment mon objectif. Alors du coup, avant d'aller plus loin, je vais me présenter. Donc moi, c'est Christelle, de Graines Avocats et je suis vraiment fascinée par la dynamique humaine en environnement professionnel, donc dans l'entreprise, et c'est ce qui m'a amenée, à être RH et en tant que RH, j'aide les entreprises à capitaliser justement sur cette dynamique humaine pour se créer un développement à long terme, un développement qui dure. J'accompagne aussi les personnes comme toi ou comme moi à mettre plus de plaisir, plus de sens et plus d'efficacité dans leur vie professionnelle en partant de qui ils sont. Ceci étant dit, c'est parti pour cette session. Alors, petit coup d'œil sur Facebook. Ok, donc c'est bon, nous sommes bien en direct. Euh,
Oui, donc du coup, j'ai décidé de découper mon analyse de Last alors à chaque fois j'ai envie de dire Save the Last Dance, qui n'a rien à voir. Donc mon analyse de Last Dance en 3 grandes catégories, on va dire, qui correspondent en fait aux 3 grands acteurs qu'on retrouve dans le documentaire et qui sont pour moi aussi, les 3 grands acteurs de la vie en entreprise. Hem Donc, d'un côté, le manager, donc en la personne de Jerry Krause, chez les Bulls et dont, l'alter ego, on va dire, en entreprise, serait la fonction RH. Ensuite, le coach, là, j'ai décidé de me focaliser essentiellement sur Phil Jackson et dont le pendant en entreprise serait, le manager de proximité. Et ensuite, l'équipe, les joueurs, que je vais aborder à travers 3 archétypes aussi, 3 exemples de joueurs, heu et dont l'alter ego, ben, en entreprise, ben, ce sont les salariés, les collaborateurs. Donc c'est parti, le manager et les RH. Alors, pardon, je ne sais pas si tu entends, mais il y a du bruit chez les voisins. J'espère que tu n'entends pas, qu'en tout cas ça ne te dérange pas et je fais, de mon mieux pour rester concentrée. Donc le manager, des Blues, Jerry Krause, il a un double rôle, comme la fonction RH. Le premier rôle, et c'est le rôle essentiel, c'est d'accompagner le coach dans son travail, sur le terrain avec les joueurs et donc dans la stratégie dans la construction de la stratégie, de l'équipe et cetera. C'est donc que, le travail du manager, de l'équipe, hem, est double. Il a un rôle de support et aussi il doit être dans l'anticipation, heu, anticipation des besoins, anticipation des problèmes et cetera. Et c'est, par exemple, c'est ce qu'il fait quand, alors ne me demandez pas les années, mais, quand il demande à Phil Jackson de se rapprocher, donc Phil Jackson n'est pas encore le coach principal. Il lui demande de se rapprocher de Tex Winter, qui est à ce moment-là le second, du coach principal de l'époque qui est Doug Collins. Donc, Jerry Krause, le manager, demande à Phil Jackson, qui est assistant à l'époque, si je ne dis pas de bêtises, de se rapprocher de Tex, le second, pour en fait, s'imprégner des stratégies, et des tactiques, concoctées par Tex, qui est alors en disgrâce en plus, au sein de l'équipe, de coach. Pourquoi? Bah, parce que, Jerry anticipe, heu, le remplacement du coach principal, puisqu'en fait, on arrive à la fin du cycle, qui a fait en fait, le début de la gloire des Bulls avec un jeu centré sur, MJ, sur Michael Jordan. Donc on arrive à la fin de ce cycle-là, hem et il anticipe aussi le départ, sûrement le départ à la retraite de Tex, qui n'est plus très jeune et c'est aussi une façon d'évincer, en tout cas de commencer, à mettre en place une stratégie pour évincer, Doug qui ne colle pas ou plus à la stratégie souhaitée par la direction du club. Ce qui m'amène au deuxième rôle, du manager, d'équipe, enfin du manager des Bulls, je vais préciser, qui est d'être le relais de la direction. Hem Il met en œuvre la stratégie définie par la direction. Donc ça veut dire que en termes de prise de position, les prises de position, faites par, Jerry Krause, c'est pas Jerry Krause qui dit ou qui pense que, en tout cas, officiellement ce n'est pas ça, peut-être officieusement il n'en pense pas moins, mais il est représentant de la direction quand il tient des positions, publiquement. C'est-à-dire que, ces prises de position
sont des indicateurs, sont des indicateurs de la direction, de la stratégie souhaitée par la direction et enfin, il agit un peu, comme le porte-parole, de la direction. Ça veut dire aussi que, il va souvent être amené, à avoir le rôle du bad cop, donc le mauvais rôle, à faire le sale boulot, pour la direction et clairement, il n'est pas là pour être aimé. Si en fait, sa cote de popularité était un indicateur, de sa réussite ou de sa performance, ben, clairement, on aurait un grave souci. Donc, moi je trouvais ça intéressant de voir à quel point, en fait, le rôle du manager de l'équipe, des Bulls était proche, en fait, du rôle des RH. N'hésite pas à me dire, que tu me regardes sur Facebook ou sur Zoom, n'hésite pas à me dire, comment ça te parle, et ce que ça t'évoque, en fait, ce que je te partage. Et si tu me regardes en replay, pareil, n'hésite pas à me mettre, tes commentaires et tes réactions sous la vidéo. Je ne manquerai pas d'y répondre. Je vais boire encore un coup. Je suis vraiment désolée. Le deuxième rôle, du coup, que je voulais, aborder avec toi, c'est le rôle du coach, dont l'alter ego en entreprise serait le manager de proximité. Donc le coach sur lequel je me suis concentrée, c'est Phil Jackson. Il y a 2 choses que je trouvais super intéressantes d'aborder avec toi. C'est, tout d'abord que ce qui fait sa puissance en tant que coach, c'est sa touche. Qu'est-ce que je veux dire par là? Hem, Phil Jackson, j'allais dire Phil Collins, pardon. Phil Jackson arrive avec une philosophie qui lui est propre. Il amène, des influences bouddhistes et des influences, en termes alors je vais dire Native Americans, indiens d'Amérique, donc la philosophie, indienne. Donc il injecte ça dans, l'environnement des Bulls et il le fait avec beaucoup d'authenticité, donc sans chercher, et de simplicité, sans chercher à faire un truc très, cosmétique ou très chiadé. Non, il y va juste, avec qui il est. Et en fait, cette approche-là va souder le groupe autour de lui parce que l'équipe, en fait, a compris, que, ce que Phil amène peut les aider à atteindre l'objectif qui les obsède à ce moment-là, à savoir, battre, les Pistons et gagner, le championnat. Donc pourquoi je te partage ça? C'est pas parce que pour que tu deviennes toi aussi un gourou, zen, en entreprise ou en tout cas auprès de ton équipe, non. C'est juste pour que toi, tu t'interroges sur le type de manager que tu es, le type de dirigeant que tu es. C'est quoi ta touche? Quelles sont tes valeurs? Qu'est-ce qui t'anime? En quoi tu crois? Quel regard tu portes sur ton équipe? Et quel est ton style dans tes interactions avec tes collaborateurs? Tout ça, ça te permet de définir ta touche, ton style et de pouvoir l'injecter, l'amener dans ta façon d'animer, ton équipe ou d'animer ton entreprise, avec, beaucoup de conscience et de clarté sur ce que tu fais. Hem Oui, la deuxième chose, que j'ai trouvée, super intéressante, dans, le personnage de Phil Jackson, enfin, la stratégie qu'il amène, puisqu'on passe d'un jeu qui est totalement, centré sur, MJ, à un jeu qui est focus sur l'équipe. Hem, Ce qui est une approche qui est beaucoup plus, durable,
beaucoup plus, enfin une vision qui est beaucoup plus, long terme, que la précédente et c'est une approche qui permet, qui arrive au bon moment parce qu'elle permet en fait de se donner elle permet à l'équipe de se donner les moyens de passer à l'étape supérieure, à l'étape suivante dans son développement et dans le développement du club. Parce qu'en restant en fait avec un jeu centré sur AMG, bah, jamais il n'aurait pu, battre, les Pistons et jamais il n'aurait pu, gagner le championnat ou alors ça aurait mis beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. Enfin, je pense pas que ça aurait été possible. Ouais. Donc, c'est, comment dire? Oui, comment il fait ça? Donc déjà, il va d'abord, utiliser enfin sa stratégie permet aux joueurs d'utiliser leur créativité. C'est-à-dire que oui, il a des schémas tactiques, mais ces schémas, le fameux triangle, ces schémas, laissent de l'espace pour la créativité et la spontanéité des joueurs. Et ça, c'est aussi, super puissant. Ils ne sont plus de simples exécutants d'une tactique. Ils peuvent mettre eux aussi leur touche et leur style dans la façon de réaliser, dans la façon d'amener l'équipe en fait, à la victoire. La deuxième chose qui est intéressante, c'est que dans sa stratégie, de coaching, il va se concentrer sur les individualités, sur les forces et les talents individuels de chaque membre de l'équipe pour voir comment, conjuguer tout ça dans le collectif et construire en fait, c'est-à-dire il part des individualités, il part des talents individuels pour construire la puissance collective et ça c'est totalement un changement d'approche, et c'est une approche qui est super, intéressante aussi qu'il est super intéressant de reproduire, en entreprise. Ça me fait penser en fait, à ce que je te partageais la semaine dernière, quand je parlais de management par appétence, puisque, c'est faire la différence entre ce pourquoi tu es doué et ce que tu fais naturellement et qui te procure du plaisir. Et justement, Phil Jackson, il va taper dans cette deuxième catégorie, ce que les joueurs font naturellement, et qui leur procure du plaisir. Parce qu'il a bien compris que, mobiliser, stimuler les joueurs sur ce type, sur cette deuxième variable, c'est leur donner du carburant pour être plus endurants, pour être plus performants, pour être plus précis dans leurs gestes, pour être plus engagés, motivés, parce que quand tu prends plaisir à faire quelque chose et qu'en plus, quand tu fais quelque chose naturellement et qu'en plus, tu prends plaisir à le faire, bah, tu es vachement plus focus sur ce que tu fais. Tu n'as pas besoin qu'on te motive, en fait, d'une motivation qui vienne de l'extérieur pour te mettre en mouvement ou passer à l'action. Bah, tu sais que tu vas kiffer faire ce que tu vas faire. Donc, enfin, tu as besoin de personne d'autre que toi pour te mettre en mouvement et ça, c'est extrêmement puissant, que ce soit dans un club ou en entreprise. Je regarde mes notes. Heu, oui et c'est d'autant plus flagrant, je trouve, heu, avec, ce qu'il met en place avec Scottie Pippen et avec, Dennis Rodman. Ce qui est une transition parfaite pour, vous parler donc des 3 archétypes que j'ai décelés chez les joueurs. Avant ça, s'il y a des questions, n'hésitez pas je vois qu'il y a un commentaire. N'hésitez pas à me les poser. OK, merci et des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à me les partager, je les regarde, tout à l'heure. Donc les 3 archétypes, ben, je pense que vous l'avez deviné, c'est Michael Jordan, Dennis Rodman et Scottie Pippen. Donc on va commencer par, Michael Jordan qui au final est, alors j'ai un peu l'impression que c'est celui sur lequel j'ai le moins de choses à dire, hem, parce que, bah, comment dire?
Je vais pas redire en fait que c'est un monstre, enfin il a un mental monstrueux, enfin c'est enfin il se demande même s'il est humain en fait, ce gars. Mais ce que moi j'ai envie de t'amener en fait par rapport à ce sujet de qu'est-ce que, le sport de haut niveau peut nous enseigner pour la vie en entreprise, c'est plus, c'est plus par rapport à son rôle de capitaine, à son rôle de leader. Moi, j'ai été vraiment super impressionnée, par, sa capacité à shifter, en fait, après l'arrivée, de Phil Jackson, justement, entre, ce jeu centré sur lui et un jeu centré sur l'équipe où il doit passer la balle, en fait. Et il le dit clairement lui-même, il aimait pas Phil Jackson quand il est arrivé parce qu'il lui a pris la balle des mains. Donc il a quand même réussi à faire la bascule parce qu'il a compris, que, ben, ça allait lui permettre d'atteindre son objectif qui était de gagner tout simplement. Alors, hop, pardon. Et donc justement, moi ce que j'ai envie de qu'on aille regarder sur, le cas de Jordan, on va y arriver, pas Michael Jackson, Michael Jordan, c'est pourquoi ça a marché? Pourquoi il a réussi à faire ce shift? Bah, la première chose que je vois, c'est que, Phil Jackson, oui, lui a expliqué sa démarche. Il lui a, démontré, il a su lui montrer qu'ils avaient un objectif commun, qu'ils allaient dans la même direction. Heu et la deuxième chose, c'est qu'il l'a impliqué dans le process. Donc il lui a expliqué et il l'a impliqué. Et ça fait toute la différence. Parce qu'il aurait pu le laisser de côté, mais se serait privé d'une aide, super précieuse pour mobiliser le reste de l'équipe et surtout, ça n'aurait pas marché, avec, MJ s'il ne l'avait pas impliqué dans le process, puisqu'il avait un vrai rôle à jouer et c'était aussi une façon d'assurer une transition un peu moins brutale une stratégie 100% centrée sur MG à un jeu 100% focus sur le groupe et dans lequel MG n'a pas son rôle à jouer. Je pense pas que ça aurait été possible. Donc ce qui me vient en fait, par rapport à ce qui a été mis en place entre MJ et Phil Jackson, c'est, la notion de confiance, de respect et de collaboration. Cette idée ben, je fais du meneur, je fais du capitaine mon adjoint, mon relais au sein de l'équipe pour construire, cette stratégie, qui va amener l'équipe, vers l'objectif, défini. Et pour moi, la plus belle illustration de cette collaboration, c'est ce qui se passe dans la victoire pendant le match, face aux Lakers, en 91. Alors juste une petite parenthèse, donc cette finale, elle s'est jouée en 5 matchs. Alors je répète, je ne suis pas une pro du basket, mais 5 matchs, il faut qu'ils les battent combien de fois en fait pour être déclarés champions? Bref. Donc pendant le match numéro 5, pour la finale, du championnat face aux Lakers, en 91, la victoire revient aux Bulls, non pas, grâce au panier marqué par Michael Jordan, mais grâce au point marqué par John Paxson. Parce que, dans la stratégie à ce moment-là du match, heu heu, Phil Jackson demande à Michael Jordan de faire la passe à John Paxson qui est démarqué. Et si, il n'y avait pas eu ce travail qui a duré plus d'un an pour construire cette relation de confiance et de collaboration entre Phil Jackson et Michael Jordan, mais aussi avec l'équipe, ça n'aurait pas marché. Je vais regarder s'il y a des petites questions. Hem, non. Hem, du coup, la deuxième chose qui m'a aussi, interpellée et qui selon moi
Et l'une des raisons pour lesquelles ça a fonctionné aussi, ce shift chez Michael Jordan, c'est qu'il a entraîné le reste de l'équipe. C'est un leader et il a un mental qu'il a su partager avec son équipe. Il a su les entraîner sur son chemin, en fait. C'est aussi la preuve que du coup, en entreprise, l'engagement d'un collaborateur, l'engagement de quelques collaborateurs au sein d'une équipe, peut influer sur le comportement des autres membres de l'équipe. Donc, c'est toujours intéressant d'avoir un relais, d'avoir un appui, au sein d'une équipe pour un manager ou pour la direction, pour pouvoir mobiliser en fait plus largement et impacter plus largement l'équipe. N'hésite pas à me dire comment ça te parle, ce que je te partage. Du coup, le deuxième archétype que je voulais te partager, c'est Dennis Rodman. Hem, alors, donc si je replace, dans le contexte, Dennis Rodman, c'est, la star, mais un petit peu, sur les parquets, mais beaucoup à l'extérieur, en dehors des parquets. Parce que, oui, il travaille très dur, il travaille d'arrache-pied, mais c'est aussi, enfin, moi je me suis toujours demandé comment il avait fait pour être sportif de haut niveau avec le train de vie qu'il avait. Donc c'est, drogue, sexe, alcool, absentéisme, bref une hygiène de vie, assez hallucinante pour un joueur de ce niveau-là. Et si je fais le parallèle avec l'entreprise et que je reprends un peu, ce que j'ai pu entendre dire sur certains, collaborateurs, heu, à la réputation, sulfureuse comme Dennis Rodman, c'est l'élément perturbateur, l'électron libre, le salarié ingérable, la patate chaude que tout le monde veut se refiler, le collaborateur à la mauvaise réputation avec qui personne ne veut travailler et pourtant il performe. Pour moi, Dennis Rodman, c'est vraiment l'illustration parfaite de l'intérêt et de l'utilité du management par appétence, dont je parlais la semaine dernière et dont j'ai parlé tout à l'heure. Puisque, Phil Jackson, il est parti de qui est Dennis, donc ce qu'il sait faire, comment il fonctionne, ce qui l'anime et il a intégré ça dans le cadre qui est défini pour le fonctionnement de l'équipe. Il n'a pas créé un cadre à part, il n'a pas créé un rythme spécial, Dennis, non, il a injecté ça dans le cadre, de l'entreprise de de l'équipe ou de l'entreprise, si on fait le parallèle. Hem Et c'est ça, en fait, qui, plutôt que de stigmatiser ou plutôt que de rester dans, se regarder continuer à se regarder en chien de faïence, en fait, il est allé chercher, les leviers propres à Denis pour les injecter dans sa façon d'accompagner l'équipe, dans sa façon de manager l'équipe, de façon hem, à pouvoir atteindre l'objectif collectif qui avait été fixé. C'est pas pour, bien se faire voir de Denis ou pour, acheter la paix sociale. Non, c'est parce qu'on a un objectif et l'idée, c'est de faire avec le collectif qui est à notre, disposition. Et d'ailleurs, c'est ce que je t'expliquais en introduction, c'est ce que moi j'aide les managers et les dirigeants, d'entreprise à faire, c'est, prendre conscience, mettre de la clarté, sur, ben, qui sont les membres de nos équipes et qu'est-ce qu'ils savent faire, qu'est-ce qu'ils aiment faire, qu'est-ce qu'ils font naturellement et à partir de ça, en fait, moduler les rôles au sein de l'équipe de façon à ce que chacun soit à sa place, en fait. Et quand je dis à sa place, c'est à la place qui est juste pour lui et qui est cohérente avec ce qu'il sait faire et ce qu'il prend plaisir à faire. Tout ça dans cet objectif, certes, de bien-être et d'épanouissement, mais aussi de performance et d'efficacité collective. Et
Ce qui est criant aussi par rapport au cas Dennis Rodman, c'est l'importance d'avoir un but commun et motivant pour tout le monde. Parce que, l'approche de Phil Jackson, elle a été aussi percutante avec lui parce que, ben, l'objectif parlait à Dennis. Si l'objectif ne lui parlait pas, il ne se serait pas mobilisé et c'est pareil pour le reste de l'équipe. Si cet objectif ne leur parlait pas de façon aussi forte, personne n'aurait accepté le changement, qu'a représenté Phil Collins dans le fonctionnement de l'équipe et du coup, pour un manager, tout à l'heure je te parlais en tant que manager, c'est quoi ta touche? Donc il y a ta touche, mais il y a aussi pouvoir mobiliser, pouvoir créer un environnement challengeant, tout en respectant en fait les individualités qui constituent, l'équipe. Pardon. Hem, Surtout n'hésite pas à me dire comment ça te parle. Le troisième archétype du coup dont je voulais te parler, c'est Scottie Pippen. Alors pour moi, c'est vraiment, le cas d'école. Pourquoi? Pour 2 raisons. La première raison, c'est, ben, Scottie Pippen, c'est l'homme de l'ombre, le numéro 2. Alors juste, je replace dans le contexte, pour ceux, qui comme moi ne sont pas des pros de, du basket. Donc Scottie Pippen, c'est le bras droit de de Michael Jordan. C'est, ben, quelqu'un qui a créé, ben, une façon bien à lui d'avoir ce poste dédié, et qui a un rôle, en fait, fondamental dans la construction, de l'équipe, dans le jeu de l'équipe. Mais et donc, il est reconnu comme un des meilleurs joueurs, de l'histoire du basket, et à l'époque, en tout cas, pour les épisodes que j'ai regardés pour le moment, à cette époque-là, il fait partie, donc des meilleurs joueurs de la NBA et pour autant, il n'est même pas dans le top 100 des joueurs les mieux payés de la NBA. Ce qui a créé en fait, ben, un comportement plutôt délétère chez lui, parce que c'est de notoriété publique que, les médias lui en parlent et en parlent au management, du club, mais rien n'est fait. Bref, ça crée un truc, personne n'en parle, c'est un peu, l'éléphant au milieu de la pièce. À tel point que, Scotty prend la décision de se faire opérer juste avant le redémarrage d'une saison, ce qui le rend indisponible pendant plusieurs mois et pénalise du coup l'équipe dans la stratégie qui est mise en place pour, remporter, un titre. Hem, il a, en parallèle de ça, des comportements, ben, offensants vis-à-vis de Jerry Krause, donc qui est le manager de l'équipe. Bref, donc il y a un truc qui se dégrade dans son comportement et dans sa place, en fait, vis-à-vis de l'équipe. Voilà, donc ça, c'est pour le contexte. Donc l'homme de l'ombre, le numéro 2, un rôle qui peut être frustrant. Moi-même étant passée par là, ayant tenu ce rôle de numéro 2, je peux, facilement comprendre et en tout cas, moi, ce que j'ai compris, de mon expérience, c'est qu'en fait, si tu n'as pas toi-même conscience de ta propre valeur, ça va être compliqué pour les autres, d'en prendre conscience et de t'accorder, un minimum de respect et de reconnaissance. Dit autrement, qui veut son respect se le procure. Donc et c'est d'ailleurs l'objet de plusieurs de mes accompagnements, c'est prendre conscience en fait de qui tu es, de tes talents et de ce que tu as apporté, à ton équipe ou dans la vie en général pour, bah, pour te mobiliser et le faire, plus en conscience. C'est ce qu'on appelle, du self-branding ou, de la responsabilité individuelle. Toujours est-il que si, Scotty avait pu avoir ces ressorts-là et prendre conscience de ça, il aurait pris conscience de la place, mais super importante qu'il occupait dans le club et il n'aurait peut-être pas adopté, enfin, il aurait peut-être adopté une attitude un peu plus constructive. Bref,
on va pas réécrire l'histoire, mais ce que j'ai envie, enfin, ce sur quoi j'ai envie d'interpeller, c'est, le fait que lui, il est resté dans sa bulle avec ses croyances sur, ce qu'il aurait dû avoir et sur, comment ça devrait se passer sans en parler, sans le verbaliser. Et à côté de ça, le management est resté, dans l'observation de ce qui se passait, pareil, sans intervenir. Il n'y a pas eu de rencontre, enfin, en tout cas officiellement, il n'y a pas eu de discussion, factuelle où on se disait réellement les choses, entre les 2, et c'est ce qui a amené à la détérioration. Ce qui m'amène au deuxième élément que je veux, aborder, par rapport à Scottie Pippen, c'est l'archétype du dossier puant. Ce dossier, le sujet qu'on laisse pourrir, en entreprise, hem et qui finit par atterrir sur le bureau des RH, par un manager, qui est exaspéré et qui, dit: «Ben, je ne veux plus le voir», sous-entendu: «Vire-le». Alors qu'en fait, ça fait des mois, voire des années, que la situation dure et se détériore très progressivement. Donc dans ce genre de situation, tout le monde est complice et tout le monde est responsable. Et quand je dis tout le monde, c'est tout le monde. Donc dans ce cas-là, c'est, le manager Jerry Krause qui a laissé le truc, se détériorer, sans doute parce que c'était, aussi, la position de la direction. Les, donc du coup, ce serait les RH dans ce cas-là. Si on fait le parallèle avec l'entreprise. Le coach, ben, il est plutôt, silencieux sur le sujet. On ne sait pas trop ce qu'il pense, ni ce qu'il fait ou fait pas. Et du coup, si on fait le parallèle avec l'entreprise, ce serait le manager, le N+1, le chef du collaborateur concerné et le collaborateur aussi, donc Scotty, dans ce cas-là, qui n'a pas, exprimé clairement ce qu'il voulait, ce qu'il attendait, et qui au final est tombé dans un comportement, contre-productif pour lui et pour l'équipe. Donc ça, c'est vraiment, l'archétype, enfin l'exemple type du dossier, enfin du contentieux, en entreprise qui s'auto-crée, en fait. On a un collaborateur qui est super performant, mais qui n'est pas reconnu à sa juste valeur, et en fait, autour de lui, tous les acteurs qui font comme si de rien n'était, et ça, ça crée des situations, de tension. Après, on va parler, de tous les risques psychosociaux qui peuvent être associés à une situation de ce type, mais qui auraient pu être évités, en fait. Et ça me permet de faire le lien avec ce que je disais la semaine dernière, sur, comment tu prends soin de tes précieux. Parce que là, on a une personne qui a un vrai asset, un vrai, un capital humain extrêmement précieux pour l'entreprise, heu heu et pour le club, si on fait le parallèle, mais qui n'est pas reconnu et dont on ne prend pas soin. Hem, il a une place, et une responsabilité extrêmement lourde dans le jeu et dans la construction, du développement de l'équipe ou de l'entreprise. Mais un niveau de reconnaissance qui est extrêmement faible, et ça ne passe pas en général que par le salaire. Ça passe, quand on voit, par exemple dans le documentaire, comment, Jerry Krause parle de Scottie Pippen dans la presse, enfin, ça transpire pas le respect en fait. Donc voilà, ce sont tous ces petits détails-là qui font que, au fil des mois, au fil des années, ça se détériore et qu'après on en arrive à une situation qui est difficilement, voire pas du tout rattrapable. Donc voilà ce sur quoi je voulais vous alerter par rapport, au cas de Scottie Pippen. Moi, c'est vraiment ce qui m'a interpellée. OK, je vais regarder s'il y a des questions.
OK, non pas plus, sur Facebook. Hem, du coup, pour, conclure tout ça, avec quelles idées, j'aimerais que, tu repartes de ce décryptage de la première partie, de la série documentaire, The Last Dance? C'est, alors je vais te faire une conclusion, en mode poupée russe. Donc au centre, la première petite poupée, c'est, les individualités, les appétences, les talents de chacun, les talents individuels qui peuvent être et qui gagneraient, selon moi, à être considérés comme des outils pour le succès. Tout ça, ça permet en fait d'injecter du plaisir et du sens, heu, au quotidien, et le plaisir et le sens sont des carburants pour, l'endurance. Quand je parle d'endurance, c'est, dans une idée de performance, sur la distance. Maintenir un niveau de performance élevé dans le temps. Donc les individualités, avec toutes ces notions-là, qui s'emboîtent dans, le focus sur, alors je vais te montrer le petit, schéma que j'ai fait, je pense que c'est un peu plus parlant. Donc, je t'ai parlé des individualités qui sont juste ici. Ensuite, ça permet de déclencher le focus. Le focus, c'est la concentration, l'attention, grâce à des objectifs SMART et motivants. Alors les objectifs SMART sont des objectifs qui sont précis, clairs, mesurables, avec un une deadline, donc un temps, imparti pour les réaliser, qui sont, atteignables. Donc, ce sont des objectifs qui sont ambitieux, mais qui sont quand même réalistes. Et donc avoir des objectifs qui répondent à tous ces critères-là et qui sont motivants et acceptés par l'équipe, ça permet d'avoir un niveau d'adhésion et d'engagement au sein de l'équipe très élevé. Et si on a ces 2 conditions-là, donc les individualités et le focus, ça permet d'atteindre, au dernier niveau, un collectif qui est supérieur, en fait, à la somme des individualités. Et pour moi, c'est vraiment ce que, Phil Jackson a réussi à faire avec les Bulls. C'est ça, c'est, le collectif a dépassé, juste la somme des individualités. Ils ont créé quelque chose, c'est une nouvelle entité à part entière. Et grâce aux synergies et aux effets d'entraînement. Donc les synergies, il a créé des systèmes entre les joueurs pour qu'ils puissent fonctionner et co-créer, qué des choses, percutantes et efficaces. Et les effets d'entraînement, donc comme par exemple ce que je disais au sujet de MJ, de Michael Jordan, quand il impulse quelque chose au sein des joueurs et que le reste de l'équipe suit. Et c'est pareil, enfin je n'en ai pas parlé, mais c'est pareil avec Scottie Pippen et avec, Dennis Rodman. Donc voilà ce que je voulais te partager. Dis-moi comment toi tu reçois tout ça, ce que tu en penses? Est-ce que ce que ça t'évoque? Je suis vraiment désolée, je suis un peu, je suis un peu fatiguée. C'était arrivé en cours de route, je disais que je sors, je suis encore convalescente, bah, oui, du Covid, puisque je l'ai eu, et que j'en sors, tout doucement. Voilà. Donc je vois que je ne suis pas seule sur Zoom. S'il y a des questions ou des réactions, sur Zoom, n'hésite pas à me les mettre, dans la fenêtre de chat. Donc tu as un petit icône, converser, il suffit de cliquer dessus et pour écrire, OK, ça marche, merci. Et je regarde sur Facebook si, il y a des questions. Bon, ah ben, il y a pas de questions sur Facebook, donc je vais m'arrêter là. Si, les questions arrivent, a posteriori, ben, n'hésitez pas à me les mettre, ben, sous la vidéo et moi j'y répondrai avec plaisir, par la suite. Merci, bon week-end.